Le secteur minier du Burkina Faso subit une transformation radicale. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, réécrit les contrats miniers et lance des audits sur les concessions. En conséquence, l'État annonce un revenu impressionnant de 18 milliards de dollars, défiant les prévisions du marché, tout en maintenant une production stable. Pourtant, cette évolution soulève des questions cruciales. Que signifie ce tournant pour les citoyens, les investisseurs et l'équilibre régional ? Ibrahim Traoré ne représente pas seulement un dirigeant, mais incarne un modèle de souveraineté économique en pleine mutation dans un contexte géopolitique fragile. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage dans un virage stratégique majeur qui pourrait redéfinir sa place dans le Sahel. L'objectif est clair, une souveraineté économique accrue grâce à un contrôle plus strict des ressources minières. Ce n'est pas seulement un changement technocratique, mais un défi politique où les enjeux de la transparence, de la stabilité et de l'indépendance sont au cœur du débat. Le gouvernement annonce des recettes de 18 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse toutes les attentes et témoigne d'une gestion plus rigoureuse des ressources. Toutefois, cette évolution soulève des questions cruciales. Peut-on réellement renverser des décennies de dépendance au capital étranger sans perturber l'économie locale ? L'État burkinabé peut-il maintenir sa souveraineté économique tout en assurant la stabilité sociale et politique, surtout face à des pressions géopolitiques croissantes ? Si cette réforme réussit, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel. Mais l'issue reste incertaine. La révolution du secteur minier burkinabé commence par un simple constat, un chiffre inattendu de 18 milliards de dollars de recettes en une seule année. Sous Ibrahim Traoré, l'État n'a pas seulement augmenté ses revenus miniers, il a redéfini la relation entre les ressources naturelles et le pouvoir public. Cette annonce de recettes n'est pas seulement symbolique, elle est le fruit de décisions stratégiques bien orchestrées. Avant ce tournant, le Burkina Faso était dominé par des multinationales qui contrôlaient presque totalement l'exploitation de l'or. La majorité des profits étaient exportés à l'étranger, laissant peu de retombées pour la population locale. Les audits des concessions minières lancés sous la direction de Traoré ont révélé des pratiques opaques avec des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, permettant à l'État de récupérer des millions de dollars en arriérés fiscaux. Ce n'est pas une rupture violente, mais plutôt une série de manœuvres administratives subtiles mais efficaces. La nationalisation partielle de certaines mines a permis à l'État de récupérer une partie du contrôle sans exclure les investisseurs étrangers. Cependant, les défis demeurent. Bien que la production d'or ne se soit pas effondrée, les incertitudes restent omniprésentes. Dans un contexte de pression sécuritaire croissante dans le Sahel et de tensions géopolitiques, le modèle de souveraineté économique porté par Ibrahim Traoré semble être autant une opportunité qu'un pari risqué. Les résultats des premiers mois de cette politique sont prometteurs, mais la véritable épreuve résidera dans la durabilité de ce modèle. Les marchés réagissent avec prudence, mais les experts se demandent, ce changement est-il un point d'inflexion ou simplement une parenthèse conjoncturelle ? Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président du Burkina Faso, mais également le symbole d'un changement profond dans la gestion des ressources naturelles du pays. Avant son ascension au pouvoir, le secteur de l'or était largement dominé par des entreprises étrangères qui bénéficiaient de conditions fiscales et contractuelles avantageuses. Cependant, Traoré a immédiatement compris que pour obtenir une véritable souveraineté économique, il était nécessaire de réécrire les règles du jeu. Sa première action notable a été la nationalisation partielle de certaines mines, une décision audacieuse qui a envoyé un message clair. L'État burkinabé reprend le contrôle de ses ressources naturelles. Bien que cette démarche n'ait pas entraîné de rupture brutale, elle a modifié les rapports de force entre l'État et les multinationales, en renforçant la capacité de négociation du gouvernement. Dans le même temps, les autorités ont lancé une série d'audits sur les concessions minières, mettant en lumière des pratiques de sous-déclaration et de surévaluation des coûts. Ces audits ont non seulement permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux, mais ont également offert à l'État une nouvelle légitimité dans sa lutte contre la corruption et l'opacité. Les premiers résultats de cette réforme sont encourageants, la production d'or ne s'est pas effondrée et les recettes
ont dépassé les attentes. Cependant, ce succès initial masque des défis importants. La question qui demeure est de savoir si ce modèle de gestion peut être maintenu dans un environnement aussi incertain, notamment face à l'instabilité régionale et aux pressions extérieures. Sous Ibrahim Traoré, le secteur minier burkinabé a été le théâtre d'une transformation radicale. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a compris que la dépendance à l'investissement étranger dans l'industrie de l'or était un frein majeur à l'indépendance économique du pays. En réécrivant les contrats miniers, en imposant des audits rigoureux et en nationalisant partiellement certaines mines, il a changé les règles du jeu. Ce processus a été accompagné d'un message fort: le Burkina Faso ne se contentera plus de recevoir des miettes, mais cherche à reprendre en main une partie du contrôle sur ses ressources naturelles. Le premier grand signe de ce changement a été l'annonce de 18 milliards de dollars de recettes minières en une seule année, un chiffre qui a surpris tant les experts que les investisseurs. Cette somme a été obtenue grâce à une série d'audits des concessions minières, qui ont mis en évidence des pratiques de sous-déclaration des volumes extraits et des coûts artificiellement gonflés, permettant à l'État de récupérer des arriérés fiscaux considérables. En parallèle, la production d'or est restée stable, défiant les prévisions des sceptiques qui annonçaient un effondrement de l'industrie suite à la révision des contrats et à la nationalisation partielle. Ce double succès, financier et opérationnel, a renforcé la légitimité du gouvernement et donné de l'espoir à ceux qui croyaient que le modèle de souveraineté économique pouvait réussir dans le Sahel. Cependant, la stabilité du secteur reste fragile. Les marchés internationaux ont réagi avec prudence, soulignant que bien que les premiers résultats soient positifs, l'incertitude juridique et la pression géopolitique croissante dans la région pourraient compromettre la durabilité de ce modèle. De plus, la dépendance à un secteur unique, comme l'or, demeure un risque majeur. Alors que les recettes fiscales augmentent et que la production reste stable, les autorités doivent désormais prouver que cette dynamique est soutenable à long terme. Les critiques ont mis en lumière les vulnérabilités du modèle. Si l'État continue de renforcer ses contrôles, de maintenir la production stable et de gérer avec efficacité la redistribution des ressources, cette réforme pourrait bien redéfinir la relation entre les États africains et les multinationales. Si l'État échoue à surmonter ces défis, la réforme pourrait échouer à long terme, alimentant des doutes sur la viabilité du modèle de souveraineté économique. Sous le gouvernement d'Ibrahim Traoré, plusieurs mesures ont été mises en place pour assurer une gestion plus transparente et plus bénéfique des ressources minières du Burkina Faso. La première d'entre elles a été la mise en œuvre d'audits exhaustifs des concessions minières. Une action qui a permis de découvrir des volumes sous-déclarés d'or et des coûts gonflés artificiellement par les entreprises exploitantes. Ces découvertes ont permis à l'État de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux. En effet, ces audits ont révélé des irrégularités importantes qui, selon les autorités, ont permis de récupérer jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes fiscales en un an. Ce chiffre est un indicateur majeur de la capacité du gouvernement à reprendre en main une part importante de ses ressources naturelles jusque-là mal gérées. En parallèle, la production d'or est restée stable, une performance qui a contredit les prévisions des experts qui prédisaient une chute de la production, suite aux changements dans la gestion du secteur. En fait, la production d'or n'a pas seulement été maintenue, elle a même augmenté de 121% l'année suivante, atteignant un total de 70 tonnes, contre 32 tonnes l'année précédente. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, doit être interprété dans son contexte. Selon le gouvernement, cette augmentation ne résulte pas d'une explosion de la capacité de production, mais d'une meilleure traçabilité et d'une réduction des sous-déclarations. Ce n'est donc pas une véritable expansion du secteur, mais un retour à des chiffres plus transparents et plus réalistes. D'autres indicateurs viennent compléter ce tableau. Les investissements locaux ont augmenté de 15%, signe que les fonds récupérés sont en partie réorientés vers le développement d'infrastructures et de services publics. Par exemple, des projets d'infrastructures en santé et en éducation dans les zones rurales
ont vu le jour grâce à cette réallocation des ressources. Cependant, bien que ces chiffres soient encourageants, ils ne suffisent pas à garantir la durabilité du modèle. La question reste posée. Ces améliorations sont-elles structurelles ou simplement conjoncturelles ? La dépendance du pays à un secteur aussi vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux de l'or et aux pressions géopolitiques reste une grande inconnue. Le modèle de réforme minière mis en place par Ibrahim Traoré au Burkina Faso a suscité de nombreuses réactions et plusieurs critiques ont émergé concernant sa viabilité à long terme. Deux arguments principaux reviennent souvent dans les discussions. D'une part, la crainte que la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats miniers ne provoquent un désinvestissement et une incertitude juridique. Et d'autre part, les préoccupations concernant les capacités internes de l'État à gérer efficacement un secteur minier complexe. Le premier argument, souvent souligné par les analystes économiques, est que l'incertitude juridique créée par la révision des contrats pourrait dissuader les investisseurs étrangers. Dans un secteur comme l'exploitation minière, où les investissements nécessitent des horizons de long terme et des capitaux lourds, toute modification des règles du jeu risque de créer des frictions avec les multinationales qui opèrent dans le pays. De plus, la dépendance à l'égard des acteurs étrangers, même si elle est réduite, ne disparaît pas complètement, et la gestion d'un secteur stratégique comme l'or nécessite un savoir-faire que le Burkina Faso n'a pas encore totalement maîtrisé. Cependant, cette critique pourrait être partiellement nuancée par l'argument de la résilience économique du Burkina Faso. Bien que des investisseurs aient manifesté des réticences face à la nationalisation et aux révisions contractuelles, certains experts soulignent que le pays, en récupérant des millions de dollars en arriérés fiscaux et en réorientant ses fonds vers des projets de développement local, a renforcé sa capacité à financer des infrastructures sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. De plus, l'État burkinabé a fait preuve d'une gestion pragmatique en permettant aux multinationales de maintenir une présence tout en renégociant les termes de leurs contrats pour s'assurer que les bénéfices seraient mieux partagés avec la population locale. Quant aux préoccupations concernant les capacités internes de l'État, ces critiques soulignent un autre défi majeur. L'administration burkinabé est-elle prête à gérer un secteur aussi complexe que l'exploitation minière tout en garantissant la transparence et en évitant la corruption ? Bien que l'État ait mené des audits pour identifier les irrégularités, le manque d'expertise technique, juridique et financière dans les administrations locales pourrait limiter l'efficacité des réformes à long terme. Néanmoins, certains observateurs estiment que les premiers succès des audits et la récupération de milliards de dollars en recettes montrent que l'État est sur la bonne voie. De plus, la formation continue des agents publics et la stabilisation des équipes administratives sont des mesures importantes qui peuvent renforcer l'expertise locale au fur et à mesure de la mise en œuvre des réformes. Ainsi, bien que des risques existent, le modèle de Traoré présente également des avantages notables. Il permet de rompre avec une dépendance historique aux multinationales et de renforcer la souveraineté économique du pays tout en redistribuant mieux les ressources naturelles pour le développement local. Le modèle de souveraineté économique porté par Ibrahim Traoré atteint un point d'inflexion. La réforme minière, bien qu'encouragée par de premiers résultats positifs, doit maintenant faire face à un défi majeur, sa durabilité dans un environnement économique et géopolitique instable. Le chiffre de 18 milliards de dollars en recettes minières, certes impressionnant, ne masque pas les fragilités sous-jacentes du modèle. La stabilité de la production d'or est un signe de succès initial. Mais elle ne suffit pas à garantir que le Burkina Faso puisse maintenir ce cap face aux pressions externes croissantes. La dépendance à l'exportation de ressources naturelles, surtout dans un secteur aussi volatile que l'or, rend l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et aux incertitudes géopolitiques du Sahel. L'incertitude juridique, alimentée par les révisions contractuelles, reste une préoccupation majeure pour les investisseurs étrangers. Pourtant, cette phase intermédiaire présente aussi des opportunités. Les audits nationaux ont permis de renforcer la transparence et la collecte des recettes fiscales, offrant à l'État une meilleure capacité à financer ses infrastructures sans dépendre de l'aide extérieure.
Le véritable test reste à venir. Cette réforme peut-elle s'inscrire dans la durée sans compromettre la stabilité économique du pays ? Les réformes mises en place sous la direction d'Ibrahim Traoré ont déjà des répercussions significatives tant au niveau économique que social. Le Burkina Faso a connu un renforcement de ses recettes fiscales grâce à la réécriture des contrats miniers et à l'audit des concessions, qui ont permis de récupérer d'importants arriérés fiscaux. Le chiffre de 18 milliards de dollars, annoncé comme un record pour l'État, témoigne de la réussite partielle de cette stratégie. Cependant, la question cruciale reste, ces gains sont-ils durables et surtout équitablement répartis ? Les effets visibles sont déjà perceptibles dans les zones rurales, où l'État a redirigé une partie des recettes minières vers des projets d'infrastructures locales, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Ces projets ont pour objectif de renforcer la cohésion sociale et de créer des emplois locaux. Bien que les résultats soient encore modestes, ils marquent un tournant dans la gestion des ressources naturelles. Cependant, la portée de ces changements reste limitée. Les initiatives locales, soutenues par l'État, ne peuvent pas rivaliser avec l'ampleur des grandes exploitations industrielles, et leur impact dépend largement de la stabilité politique et sécuritaire du pays. D'un autre côté, les multinationales minières sont confrontées à un cadre plus contraignant, avec des audits plus fréquents et une renégociation des contrats. Certains investisseurs étrangers voient cela comme un signal d'incertitude juridique, ce qui pourrait freiner de nouveaux investissements. Toutefois, ce modèle présente un autre aspect qui mérite d'être souligné. Il offre une meilleure répartition des bénéfices des ressources naturelles, non seulement au niveau national, mais aussi local, ce qui pourrait à terme transformer le paysage économique du pays. Mais la dépendance à l'or, un secteur unique, reste une vulnérabilité majeure. Si le prix de l'or chute, ou si de nouvelles tensions géopolitiques viennent perturber les marchés, cette économie pourrait se retrouver dans une situation précaire. En outre, la gestion des recettes minières par l'État doit être surveillée de près, car des pratiques de mauvaise allocation des ressources pourraient rapidement compromettre les gains obtenus. L'autre défi majeur réside dans la gestion interne du pays. Les autorités burkinabées doivent continuer à renforcer leurs capacités administratives et à lutter contre la corruption pour éviter que cette nouvelle forme de souveraineté économique ne devienne un simple outil politique sans réelle efficacité à long terme. La confiance du peuple burkinabé et des investisseurs étrangers dépendra largement de la capacité de l'État à transformer les recettes minières en résultats concrets et visibles dans la vie quotidienne des citoyens. Les perspectives pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois sont marquées par 3 scénarios plausibles qui dépendront des choix stratégiques du gouvernement et des conditions extérieures. Voici d'abord le scénario de base. Dans cette trajectoire, la réforme engagée par Ibrahim Traoré se stabilise sans changement majeur. Les audits des concessions minières deviennent une routine administrative et les revenus miniers restent élevés sans atteindre de nouveaux records. La production d'or continue sur une trajectoire stable, soutenue par une gestion plus rigoureuse des ressources. Le pays maintient une certaine dépendance à l'exportation d'or, mais les projets d'infrastructures locales financés par les recettes fiscales commencent à avoir un impact visible. Le gouvernement réussit à maintenir une relation fonctionnelle avec les investisseurs étrangers, bien que les tensions juridiques demeurent en toile de fond. Ce scénario permet au Burkina Faso de consolider ses acquis, mais sans changer fondamentalement son modèle économique. La souveraineté économique devient un argument de stabilité, ni triomphal, ni déstabilisant. Puis, envisageons un scénario optimiste. Ce scénario repose sur une extension réussie de la réforme. Si la crédibilité des audits et la transparence des recettes minières se renforcent, le pays pourrait voir une croissance plus importante des investissements publics, en particulier dans les infrastructures sociales comme la santé et l'éducation. Dans cette hypothèse, les projets locaux se développent davantage, offrant des opportunités de création d'emplois dans les zones rurales. La diversification des partenariats avec un rôle plus important des acteurs régionaux réduit la dépendance aux multinationales et le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté économique pour d'autres pays de la région.
Toutefois, ce scénario dépend d'une gestion prudente des recettes avec une attention constante à la répartition équitable des bénéfices. Et enfin, considérons un scénario pessimiste. Dans ce scénario, les tensions géopolitiques, la baisse des prix de l'or ou des sanctions externes viennent perturber la stabilité du secteur. La production pourrait souffrir d'une volatilité accrue et les recettes fiscales minées par des pressions internationales. La confiance des investisseurs étrangers, déjà fragile, pourrait se réduire davantage, freinant les flux d'investissement nécessaires pour maintenir les projets d'infrastructure en cours. Le gouvernement pourrait alors se retrouver dans une position délicate avec des difficultés à concilier ses ambitions souveraines avec les réalités économiques. Ce scénario pourrait également entraîner une intensification des tensions internes si les résultats ne répondent pas aux attentes des populaires. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent de la capacité du gouvernement à gérer la transparence, à diversifier les partenaires économiques et à équilibrer les risques politiques et économiques. La réforme minière au Burkina Faso, menée sous la direction d'Ibrahim Traoré, a des répercussions qui vont bien au-delà des chiffres et des statistiques économiques. Les citoyens, en particulier ceux des zones rurales, ressentent déjà les premiers effets de cette transformation. Dans un pays où l'exploitation minière a longtemps été perçue comme une ressource limitée aux multinationales, l'État burkinabé cherche maintenant à offrir une alternative. Des projets miniers de plus petite échelle soutenus par l'État qui favorisent l'emploi local et une redistribution plus visible des richesses. Ces initiatives, bien que modestes, commencent à redéfinir la relation entre les ressources naturelles et la population. Pour les travailleurs locaux, ces projets représentent une opportunité de sécurité économique, tandis que pour les autorités, c'est un moyen de prouver que la souveraineté économique peut avoir un impact tangible sur le quotidien des citoyens. Cependant, ces bénéfices restent fragiles et dépendant de la stabilité politique et sécuritaire. Le succès de ces projets à petite échelle dépendra de la continuité du financement et de la capacité de l'État à maintenir la sécurité dans des zones sensibles. Pour les jeunes urbains et les groupes sociaux plus larges, la réforme prend une autre dimension. Elle devient un symbole d'émancipation économique et de justice sociale. Les discours sur la récupération des ressources naturelles nourrissent l'attente d'une redistribution plus équitable. Mais l'absence de résultats visibles dans les services publics pourrait miner cette légitimité. L'impact direct sur la vie quotidienne des citoyens est donc encore en construction. La clé réside dans la capacité du gouvernement à transformer les promesses en résultats concrets, notamment dans des secteurs vitaux comme l'éducation et la santé. C'est cette transformation qui pourrait véritablement déterminer si la réforme réussit ou échoue aux yeux de la population. Pour garantir la durabilité de la réforme minière et des progrès réalisés sous Ibrahim Traoré, il est crucial de suivre un ensemble d'étapes concrètes. La première de ces étapes consiste à assurer la transparence et la régularité des audits miniers. L'objectif est de faire des audits non seulement un outil ponctuel, mais une routine administrative, avec des calendriers publics et des équipes dédiées. Cela garantirait la pérennité de la collecte des recettes et permettrait de détecter rapidement toute tentative de sous-déclaration ou de manipulation des données. En parallèle, l'État doit renforcer ses capacités internes, notamment en formant des agents publics spécialisés dans la gestion des ressources minières, ainsi que dans le contrôle des finances publiques. Cette montée en compétences serait essentielle pour éviter que l'absence d'expertise ne devienne un frein à l'efficacité des réformes. Une autre étape clé serait d'assurer une allocation claire et visible des revenus générés par l'exploitation de l'or. Il est crucial que ces recettes soient fléchées vers des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation et les infrastructures, et que les citoyens puissent observer une traçabilité claire des fonds alloués. Les projets à petite échelle dans les zones rurales, qui servent de vitrine à cette redistribution, doivent être soutenus et étendus, tout en assurant qu'ils ne deviennent pas des instruments de clientélisme politique, mais de véritable développement local. Enfin, l'ouverture contrôlée aux partenariats régionaux doit continuer, mais l'État doit maintenir un contrôle fermement ancré sur les ressources stratégiques.
Les partenariats avec des acteurs régionaux permettront de diversifier les sources de financement, tout en renforçant la souveraineté nationale. C'est cette approche équilibrée qui permettra au Burkina Faso de construire une souveraineté économique stable, tout en répondant aux besoins immédiats de sa population. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso vit un tournant majeur dans sa gestion des ressources naturelles. L'or, autrefois symbole de dépendance extérieure, devient maintenant un levier stratégique entre les mains de l'État. Cette transformation n'est pas simplement économique, elle incarne aussi une volonté de redonner au peuple burkinabé le contrôle sur ses richesses. La nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats miniers ne sont pas des gestes idéologiques, mais des étapes pratiques vers une souveraineté économique durable. Toutefois, la route est encore semée d'embûches. Le succès de cette réforme dépendra de la capacité à maintenir la transparence, à garantir la sécurité des investissements et à transformer les recettes minières en bénéfices tangibles pour la population. Les résultats doivent être visibles, des infrastructures améliorées, des services publics renforcés et un meilleur quotidien pour les Burkinabés. Si ces promesses sont tenues, le modèle de souveraineté économique pourra devenir une référence pour d'autres pays du Sahel. Mais si l'État échoue à tenir ses engagements, cette transformation pourrait se heurter aux réalités politiques et économiques du pays. Le défi, pour Ibrahim Traoré, est de montrer que cette nouvelle approche est plus qu'une simple transition politique, mais un changement durable dans la manière dont le pays gère ses ressources. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays a pris une direction audacieuse en matière de souveraineté économique, mais les défis restent nombreux. Pour que ce modèle porte ses fruits à long terme, il faudra une vigilance continue, non seulement des autorités, mais aussi des citoyens et des acteurs économiques. Le véritable test sera de voir si les réformes mises en place par l'État peuvent transformer les attentes en réalité et offrir un développement durable aux Burkinabés. C'est une question de gouvernance, mais aussi de responsabilité collective. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré est-il viable à long terme ? Les prochaines étapes du pays, les choix stratégiques qui seront faits, et la capacité du peuple à surveiller l'usage des ressources publiques détermineront l'avenir de cette initiative. À vous maintenant, citoyens, entreprises et partenaires internationaux. Comment voyez-vous l'avenir de ce modèle de souveraineté économique ? Quels sont, selon vous, les éléments clés qui garantiront son succès ou son échec dans les années à venir ?